Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique. Bienvenue sur la panafricaine. Une pause pour une bonne cause. Nous pensons à toutes les femmes de développement en ce mois de mars 2024. Ces femmes battantes multiplient les efforts pour un avenir meilleur dans leur famille et dans leur pays. Parmi elles, nous notons des femmes militantes politiques, institutrices scientifiques, des femmes entrepreneurs, des femmes de développement, voire même des femmes domestiques. Elles doivent être davantage accompagnées afin de jouer pleinement leur rôle crucial dans la société. Cela nous rappelle le thème de la Journée internationale des droits des femmes de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Pour ce nouveau numéro de Talk Afrique, nous allons parler de leurs droits dans un domaine spécifique qui est l'économie verte. Comment ces femmes africaines peuvent-elles passer à l'économie verte? Comment réussir cette transition? Une société africaine de soins est-elle possible? Des réponses dans ce Talk Afrique avec nos invités. Ndeye Fatou Ngom, militante pour la protection de l'environnement. Elle est également fondatrice de l'association Alam. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé, merci beaucoup. En face de vous, nous avons Madame Lucie Thiaw. Vous êtes co-fondatrice de la start-up Luxorus. Bienvenue à vous. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors nous parlons justement de cette journée internationale des droits des femmes. Je vais commencer avec vous, Madame Thiaw. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous en tant que femme de développement? En tant que femme, cette journée est une journée, je dirais, de victoire, une journée de mise en question, d'évaluation aussi des acquis, mais aussi de revaloriser la femme, de déterminer comment soulever la femme, comment les soutenir. Parce qu'en Afrique, la femme a toujours été importante, a toujours occupé une place cruciale dans la famille et dans la société, dans la bonne gestion économique et sociale. Donc, comment les aider à les donner beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de soutien pour qu'elles puissent mener beaucoup mieux la responsabilité qui leur est donnée. Très bien, je poserai la même question aussi à Madame Ngom. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée internationale des droits des femmes? Merci. Pour moi, la journée du 8 mars n'est pas seulement une célébration, parce que la femme, elle est célébrée au quotidien. Et pour moi, c'est un moyen de rappeler au monde que nous sommes là, nous existons, et que nous avons des challenges au quotidien, et que nous sommes là en tant que promotrices de développement. Nous luttons pour le développement de nos sociétés, de nos familles, mais également que nous sommes là et que le monde ne peut pas se développer. Le monde, on ne peut pas avoir un monde parfait sans que nous, les femmes, nous puissions mettre notre pierre à l'édifice. Et pour moi, ce n'est pas seulement une célébration, mais c'est un moment de rappel de notre place dans le monde, de notre place dans la société. D'accord. Et comme nous savons, chaque année, il y a des thèmes. Et pour cette année 2024, le thème bien spécifique, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, qui a justement 5 axes. Et nous allons aborder un axe qui est très, très spécifique. Ça parle de l'économie verte. Comment passer à l'économie verte? Également une société de soins. Alors, Madame Ngom, je reste avec vous. Parlez-nous un peu des activités promotrices dans plusieurs secteurs. Quels sont les secteurs justement que vous savez, que vous pouvez citer aujourd'hui, qui permettent aussi à ces femmes-là d'entreprendre? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle d'économie verte, ça fait référence à une économie qui prend en compte les besoins de l'environnement, tout ce qui est développement durable. Et quand on parle d'environnement, en Afrique, on a énormément de challenges. Et je peux citer le changement climatique, je peux citer la disparition de certains écosystèmes naturels dont nos sociétés dépendent. Je peux également citer la hausse des températures. Malgré tout ça, une économie verte est respectueuse de l'environnement. Dans une économie verte, des activités telles que la valorisation des déchets en Afrique sont amorcées. Et je pense qu'au Sénégal et dans les autres pays, il existe des initiatives qui ont été mises en place, des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion des déchets, la valorisation des déchets plastiques, qui respectent la règle des 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler. Et quand on parle de valorisation des déchets, ce n'est pas seulement dans le cadre des déchets plastiques, mais aussi la valorisation des déchets organiques. Récemment, dans les îles du Saloum au Sénégal, des initiatives ont été développées pour permettre aux femmes de fabriquer du charbon bio à partir de déchets organiques, c'est-à-dire les branches, les feuilles, tout ce des déchets qui appartiennent à un organisme vivant, notamment les plantes.
Et ce charbon bio est utilisé pour la cuisson, mais également le chauffage. Et quand on parle aussi de déchets organiques, il y a aussi les déchets alimentaires qui sont utilisés dans certains pays pour produire de l'électricité. Dans l'économie verte aussi, il y a des activités qui font référence aux énergies renouvelables. Quand je parle d'énergie renouvelable, je fais référence aux énergies solaires, aux énergies éoliennes. Certes, en Afrique, ce n'est pas encore développé, mais il y a de l'effort quand même. On commence à développer les panneaux solaires dans certaines zones reculées qui n'ont pas accès à des services d'électricité. Au Sénégal, beaucoup de villages ont de l'électricité grâce aux panneaux solaires. Et quand je parle aussi de l'économie verte, on ne peut pas parler d'économie verte sans pour autant faire référence à l'agriculture biologique, à l'agriculture durable. Et l'agriculture, c'est mettre en place des initiatives, mettre en place un système agricole respectueux de l'environnement et respectueux des terres agricoles. Elle a cité beaucoup d'activités et quand elle parle d'agriculture, je pense à vous parce que c'est votre domaine également. Alors, parmi toutes ces activités qu'elle vient de citer, dites-nous comment justement pérenniser ou assurer la pérennité de ces activités qu'elle vient de citer justement. Merci d'avoir énoncé ce problème parce que l'économie verte, ça parle d'une économie durable. Et quand on parle d'économie durable, tout le monde sait qu'aujourd'hui en Afrique, l'autosuffisance alimentaire est une question. Donc on a l'obligation de l'atteindre. Donc il faut des types de cultures qui sont durables, qui sont respectueux de l'environnement, mais qui sont adaptés par rapport au changement climatique, le réchauffement climatique, et il y a le manque d'eau et la nécessité de l'eau. Donc c'est pourquoi chez Luxorus, nous développons un système de production qui s'appelle l'aquaponie, qui permet de réduire 90% d'eau par rapport au maraîchage conventionnel. Et ce sont des systèmes qui aujourd'hui dans le monde entier est connu pour être l'une des méthodes de culture le plus durable dans le futur. Donc ce sont de nouvelles technologies de culture dont on doit développer en Afrique. Cela montre déjà que vous êtes en train vous faites cette transition écologique, mais cela demande également des moyens financiers. Oui. Voilà. Comment vous en sortez justement? Ça demande des moyens financiers, mais c'est pas très viable. Donc du coup, c'est vrai au début c'était difficile parce qu'on sait en Afrique il n'y a pas beaucoup de soutien dans l'innovation et les recherches, ou parfois c'est un peu difficile parce que nous, lorsqu'on y est arrivé grâce à l'aide des organisations de soutien de l'entrepreneuriat. Donc des incubateurs comme Orange Corona, je disais l'ONG BD et entre autres, qui nous ont aidés dans la recherche de ces nouvelles technologies. Et ce serait aussi un plaidoyer pour parler à l'État ou à nos États d'aider à développer ce genre de système qui permettent de produire partout. Et quelle que soit la pluviométrie, c'est indépendant de la pluviométrie. Parce que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, on ne peut pas rester à produire juste 3 mois. Donc c'est insuffisant. Avant cette émission, vous parlez des systèmes intelligents de production et aquaponique, low-tech. Dites-nous comment vous arrivez à vous organiser. C'est quoi exactement quand vous parlez de production aquaponique? Bon, l'aquaponie, c'est une technique de production qui combine la pisciculture. Donc la pisciculture, parce qu'il y a plusieurs localités, même au Sénégal, où les gens ont des difficultés pour avoir accès aux poissons frais. Ils ont accès aux poissons un seul jour dans la semaine, le jour de l'Ouma. Donc, développer la pisciculture serait bien, mais les pisciculteurs sont confrontés aux problèmes liés à l'oxygénation de l'eau. Donc, ils changent souvent l'eau et ils le jettent par terre. Donc, ça, c'est un gaspillage de l'eau. Avec l'aquaponie, on utilise l'eau de ces poissons-là, on le draine dans des bacs et on cultive là-dessus, sur l'eau. Donc du coup, les plantes, les tomates, les concombres, les salades et tout, eux, ils purifient l'eau et l'eau retourne aux poissons. Donc c'est un circuit fermé, donc où on perd pratiquement pas d'eau. Donc c'est un système qui est en train de se développer en Europe, en Asie et même dans les pays du Golfe Pacifique parce que ce sont des systèmes qui sont adaptés au changement climatique. Et ils peuvent être installés que ce soit dans les milieux urbains
périurbains et même dans les localités. D'accord, c'est très intéressant. Ça montre déjà que vous êtes en train de vivre cette transition écologique. Madame Fatou Ngom, vous êtes militante pour la protection de l'environnement, fondatrice de l'association Alam, comme je disais tout à l'heure. Comment mettre en lumière les femmes qui jouent un rôle de premier plan dans les mouvements écologistes et les initiatives de lutte contre le changement climatique? Avoir des interviews avec ces femmes. Et pour cela, il faudra que l'État puisse travailler avec les organisations de la société civile en étroite collaboration. Et il y a des cas certes qui sont dans nos pays, notamment quand on voit que l'État travaille avec la société civile, c'est généralement pour des raisons politiques, rarement pour des raisons de protection de la nature, de changement climatique. Et il est grand temps. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font ici, hein, que ce soit au Sénégal ou dans certains pays. Mais la majeure partie des organisations de la société civile qui militent pour le climat au Sénégal travaillent avec les ONG internationales. Il est rare de voir, certes ça existe, mais pas beaucoup. On travaille plus avec les ONG internationales que nos gouvernants. Et ça marque un frein. Donc il peut y arriver qu'on ait une voix dans d'autres pays de l'Afrique, mais qu'on ne soit pas reconnu dans notre propre pays. Et pour cela, il faudrait que l'État soit engagé à nous soutenir, à nous encadrer et à entendre nos voix, parce que nous avons des choses à dire par rapport à l'environnement. Nous avons des initiatives à mettre en valeur, comme les femmes qui sont au niveau du littoral, qui sont intimement liées à l'écosystème, notamment à l'écosystème de mangrove, qui utilisent cet écosystème. Donc nous aidons ces femmes à vraiment valoriser le travail. Et pour cela, il faudrait qu'on ait un soutien, qu'on puisse entendre notre voix. Très bien. Alors, Madame Thiaw, nous savons que ces femmes qui entreprennent, c'est aussi pour leur avenir, pour leur famille également. Comment est-ce qu'il faut faire pour les accompagner justement dans leurs activités? Bon, pour cela, il faut que l'État mette des fonds qui aident les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, les femmes, partout où tu les mets, elles font des merveilles. Parce qu'elles n'y vont pas seulement pour l'économie de leur poche. Et tout ce qu'elles font, elles pensent à leur famille, elles pensent à la société, comment impacter positivement la société. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le milieu, qui font des choses merveilleuses. Et l'État doit mettre des fonds pour les soutenir leur recherche, soutenir le développement, mais que ça ne soit pas seulement ciblé pour des gens qui sont peut-être dans la politique ou peut-être de petites subventions qui ne signifient pas grand-chose. Il faut que ce soit un appui, parce que c'est déplorable que la plupart des entrepreneurs qui se donnent, ce sont des organismes internationaux ou bien ce sont des gens d'ailleurs qui te reconnaissent, qui t'appuient dans des recherches, dans le développement. Et nos États doivent aussi croire davantage à la capacité de ces femmes qui entreprennent. Mais pour en bénéficier aussi, les femmes doivent faire partie des associations, des JE. Pour en bénéficier, parce que lorsque vous êtes seule, c'est un peu peut-être difficile d'en bénéficier, Madame Ngom. Les femmes ne restent pas chez elles seulement. Elles ont, dans notre culture, dans nos sociétés, nous avons l'habitude de nous réunir. Et il y a beaucoup de groupements de femmes, de GIE de femmes, d'associations de femmes. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème pour moi, c'est que ces associations, ces GIE soient reconnues. Même concernant les associations classiques au Sénégal, c'est un problème pour avoir un récépissé. Donc imaginez une association de femmes. Il y en a beaucoup. Les femmes sont très engagées. Le seul hic, c'est que ces femmes ne sont pas encadrées, n'ont pas accès à certaines opportunités. Ça aussi, c'est un autre challenge qu'il faudra qu'on prenne en compte. Et dans le contexte actuel de changement climatique et de raréfaction des ressources, que faudrait-il faire pour renforcer les capacités des femmes entrepreneurs dans le secteur de la transformation? Oui. Pour moi, c'est la formation, le renforcement des capacités. J'ai séjourné au niveau du delta du Saloum, mais d'après mes interviews avec les femmes, la seule problématique qu'elles ont, la principale, c'est de renforcer le défaut de moyens financiers, mais également le défaut de moyens de ressources humaines. Elles ont des produits, elles fabriquent beaucoup de choses, des produits merveilleux, mais elles n'arrivent pas à écouler ces produits parce qu'elles ont des lacunes en termes de marketing. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de former ces femmes sur les techniques de marketing, mais également sur des techniques de comptabilité. La formation, le renforcement de capacités, la reconnaissance et mettre les femmes dans un écosystème pour favoriser leur entrepreneuriat et pour qu'elles puissent augmenter leur productivité et
améliorer la production. Mais est-ce qu'elles sont prêtes justement à accepter cette formation? Peut-être que ça a l'air un peu compliqué, vous me direz. Est-ce que dans votre association ou dans votre structure, je dirais ainsi, est-ce que vous arrivez quand même à bénéficier justement de la formation de la part de l'État? Un accompagnement? Un accompagnement de l'État, personnellement, je n'en ai pas encore bénéficié. Mais je crois qu'il y a des structures qui sont là parfois qui aident. Mais ça dépend aussi des secteurs d'activité, ça dépend aussi des relations pas de part et d'autre. Mais moi, notre solution, vu que c'était plus sur la recherche, le développement, donc il n'y avait pas de fonds, je dirais, disponibles pour ça. Donc actuellement, ça va. Bon, on travaille avec des incubateurs qui nous soutiennent. Parce qu'au début, quand tu lances une start-up, tu ne peux pas d'un coup aller faire des prêts bancaires. Parce que là, ça te plombe. Ça plombe l'activité. Et c'est ça le problème aussi d'activité des femmes et même des groupements de femmes. Parce qu'il faut au début, la personne a les connaissances, donc il faut un petit appui sous forme de subvention pour subventionner la personne, les aider. Et les femmes sont très ouvertes en cas de formation. Parce que j'ai travaillé dans le développement communautaire et on a eu à faire des formations pour les groupements de femmes. Et elles sont très, très dynamiques et très disposées à faire ces formations. Et dans votre cas, vous êtes dans l'agriculture, vous parlez tout à l'heure des systèmes intelligents de production. Je me dis peut-être que dans certains pays également, les femmes aimeraient faire comme vous. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'être formées. Ces femmes-là doivent être formées. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement en ce moment-là pour ces dernières qui veulent bien suivre une formation? Parce que ce que vous dites, c'est quand même technique. Ouais. Tout à fait. Notre objectif, c'est de pouvoir installer les systèmes dans les communes. Et pour installer les systèmes, on veut travailler avec les groupements de femmes pour que les femmes de ces localités aient des revenus et des activités régénératrices. Et on va faire aussi des sessions de formation pour ces femmes. Donc, le cas du Sénégal, puisque vous êtes ici? Non, l'objectif, on a démarré au Sénégal, mais l'objectif, c'est à l'Afrique. D'accord. C'est de pouvoir installer ces systèmes un peu partout en Afrique, parce que ce serait bénéfique pour toute l'Afrique. Donc, on a besoin de soutien technique, de soutien financier aussi, pour atteindre toutes ces localités et former les femmes qu'elles aient les capacités nécessaires pour la gestion et surtout la pérennisation des systèmes. D'accord. Alors, vous avez tellement abordé de points, mais nous allons quand même répondre aussi à cette question de façon concrète. Comment passer à l'économie verte justement concernant les femmes, puisque nous parlons des femmes. Alors, Madame Ngom, certains entrepreneurs s'activent pour passer à l'économie verte, ce qui s'inscrit donc dans la logique d'intervention en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable 2, 8 et 12. Vous savez de quoi je parle. Comment peuvent-elles réellement réussir à passer à l'économie verte? Pour passer à l'économie verte, pour moi, c'est dans le cadre, au niveau institutionnel d'abord, au niveau économie, mais également au niveau académique. Académique, c'est de financer la recherche, de permettre aux étudiants ou bien aux institutions académiques de pouvoir avoir des financements et pouvoir aborder et traiter des thématiques qui sont en rapport avec cette économie verte. Cadre institutionnel, c'est mettre en place des institutions qui pourront booster, pourront canaliser ce passage d'une économie classique à une économie verte. Et côté finance, c'est vraiment de créer des partenariats, nouer des partenariats avec des organisations, de créer des agences qui dans leur politique, dans leur politique de mise en œuvre, dans l'élaboration de la politique comme dans la mise en œuvre de la politique, prennent en compte les questions environnementales. Récemment, il y a une nouvelle filière qu'on appelle la responsabilité sociétale environnementale, la RSE, que beaucoup d'entreprises ont commencé à adopter. Je pense que ça devait être une obligation pour toutes les entreprises du Sénégal. Et c'est ce genre de choses, le cadre institutionnel, académique et le cadre finance qu'on pourra vraiment sauter de l'économie classique à une économie verte. D'accord. Et pour ce thème, le sujet dont on parle, il y a l'économie verte également, une société de soins. On va parler de ces femmes, peut-être des femmes domestiques, ces femmes qui sont
plus ou moins bien rémunérés. Qu'est-ce qu'il faut faire justement, je suis avec vous Madame Thiaw, pour ces femmes aujourd'hui qui travaillent d'arrache-pied et aujourd'hui elles ont du mal à percevoir ce qui leur dû. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Bon, comme elle a dit tout à l'heure, il faut la formation. Parce que tout se base sur la formation. Quand on est qualifié, on a une qualification, mais il faut aussi une législation. Une législation que les États prennent en compte tous ces gens-là, qu'il y ait au moins des salaires qui sont fixés, le minimum de salaire, et qu'il y ait aussi un suivi et des sanctions derrière. Que l'État ne mette pas... Il ne suffit pas seulement de signer des accords, de signer des conventions, dire que oui, on a signé, mais il faut que ça soit respecté. Parce qu'au Sénégal, dans chaque pays, il y a les conventions salariales, les SMIC, mais ce n'est pas tout à fait respecté au fond, parce qu'il y a beaucoup de systèmes où ce n'est pas bien régularisé, il n'y a pas de suivi, donc je crois que l'État devrait faire plus sur ça. D'accord. Et justement, Madame Ngom, dans ce sens-là, est-ce que vous avez remarqué, c'est un constat réel, ces femmes domestiques qui sont mal payées? Oui, c'est un constat réel. Pour moi, pour remédier à cela, c'est la formalisation. Comme le secteur de l'immobilier est régulé par l'État, comme tant d'autres secteurs sont régulés, ce domaine doit être régulé par l'État et qu'il y ait des sanctions, mais également des textes que les gens peuvent respecter. Parce que c'est parce que le secteur est informel que certaines personnes se permettent de faire certaines choses, de certaines discrétions. Pour moi, c'est vraiment la formalisation et que toutes ces femmes qui travaillent dans ce domaine soient reconnues légalement pour qu'elles puissent aussi également jouir d'autres opportunités. Et quand on parle d'une société de soins, il n'y a pas que les femmes domestiques, on parle de façon générale, la santé également fait partie, le bien-être, des services médicaux et même les personnes âgées, prendre soin des personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, cette société de soins est possible, Madame Ngom? Oui, elle est bien possible, il faudra seulement y mettre les moyens. Sûrement qu'il y a certaines barrières culturelles qui feront face, par exemple, dans nos sociétés, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des maisons de retraite pour personnes âgées. Les maisons de retraite pour personnes âgées dans nos sociétés, c'est nos maisons. Effectivement. Oui, mais par contre, il y a une problématique qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai remarqué que dans les autres pays, pendant les femmes professionnelles qui travaillent dans les entreprises ont la possibilité de trouver des crèches au sein de leurs entreprises. Par exemple, à l'heure de la pause, elles peuvent descendre tranquillement à la crèche, nourrir leur enfant et remonter. Pourquoi ça n'existe pas encore dans nos sociétés? On devrait vraiment penser à cela, que les entreprises, que les administrations de nos pays puissent aménager des crèches au sein de leur building pour permettre aux femmes professionnelles d'être en même temps avec leurs enfants. Ça fait partie des sociétés de soins, mais également tout ce qui est relatif à la santé, que la santé, ce n'est pas seulement la santé physique, mais aussi mentale. Mentale, effectivement. Voilà, mentale. Donc, promouvoir des environnements sains, c'est ça qui va permettre au corps vraiment d'être en bonne santé. Parce qu'on a l'habitude de dire un corps sain dans un environnement sain, mais moi je dis que c'est un environnement sain qui permet d'avoir un corps sain. Ah oui, un environnement sain qui permet d'avoir un corps sain. C'est très intéressant ce qu'elle est en train de dire. Justement, comment y parvenir? Est-ce qu'il faudrait éduquer peut-être à la base nos enfants pour que les enfants comprennent qu'il faudrait justement vivre dans un environnement sain pour avoir un corps sain? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup à faire dans la communication, la sensibilisation. Parce que les femmes, il faut l'environnement, il y a plusieurs secteurs où les femmes actives souffrent vraiment. Parce qu'il y a cette contrainte qui nous lie toujours par rapport à la famille, même dans le domaine pour pouvoir accéder à certains postes de responsabilité, tu es limité par rapport parce que tu es une femme. Dans certains secteurs, tu n'es pas recruté parce que tu es une femme, parce que tu es maman, on te licencie ou bien tu n'as pas accès à certaines promotions. Alors que la femme, toutes ces barrières-là restent, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, certes, il y a quelques avancées, mais les femmes souffrent aussi de ça aujourd'hui. Donc, on te fait choisir entre la vie sociale de ta famille ou la vie professionnelle. Et tel ne devait pas être le cas. Comme le disait un directeur, il me disait parfois, oui, les femmes sont très braves, elles sont dynamiques quand elles sont là, il y a de très bons résultats, mais quand vous avez des enfants, il y a les rendez-vous et autres, je lui ai dit, il faut faire avec. Parce que même avec les rendez-vous, on
on atteint nos objectifs, on est toujours dynamique, ça nous motive, la famille nous motive. On ne doit pas écarter les femmes, même si elles font des enfants, elles jouent leur rôle. Tout à fait. Tout à fait. Elles jouent le rôle pleinement et dans tous les structures que j'ai passées, les femmes jouent bien le rôle et elles font bien le travail. Donc, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir. À l'instant, Madame Lucie Thiao, vous êtes la cofondatrice de la start-up Luxorus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation. En face de vous, nous avons Madame Deifatou Ngom. Vous êtes militante pour la protection de l'environnement, fondatrice de l'association Alam. Merci également à vous. Je vous remercie, le plaisir est largement partagé. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.